Alors d'abord, il y a eu un bug, parce que certains avaient choisi cet atelier pour le titre qui leur avait été donné, peut-on parler des vocations spécifiques, et puis le titre qui avait été donné à Gérard Lestang, c'était « Comment parler de manière ajustée des différentes vocations et de leur articulation selon le Concile Vatican II ». Voilà, c'est pas totalement opposé, mais enfin voilà, il a fallu s'ajuster. Donc, je donne simplement les deux grands thèmes que nous a donné le Père Gérard Lestang, et puis les 4 questions que j'ai relevées après dans l'échange. Donc, les deux grands thèmes, c'est d'abord au sujet de la compréhension de l'Église, qui a été fait donc au Concile Vatican II, et le lien évidemment entre le Christ et l'Église, et l'Église ayant été définie comme signe et moyen, enfin comme sacrement du salut, c'est-à-dire signe et moyen, c'est-à-dire instrument. Donc comment est-ce que ceux qui se sentent appelés à la suite du Christ peuvent eux aussi devenir des signes et des moyens de la mission. Et puis le deuxième grand paragraphe de l'intervention du Père Lestang qui nous a promis un texte, c'est le ministère et l'Église locale, ce qui a été redéfini à partir de la redéfinition de la sacramentalité de l'épiscopat, donc du coup du ministère ordonné prêtre et des diacres, et avec le fait que des diacres mariés puissent être que des hommes mariés puissent être ordonnés diacres, et puis le développement de la dimension propre de chacun de nos charismes dans la complémentarité de ce qu'est la vie de l'Église. Alors, j'ai retenu dans notre échange, qui a été assez bref, 4 questions, donc que je laisse plus sous forme de questions que sous forme de réponses. La première, c'est tout ce qui est lié, on a parlé beaucoup, alors pour les prêtres diocésains, mais c'est aussi pour beaucoup de choses, de l'incardination, c'est-à-dire finalement de la stabilité dans un lieu. Et on s'est dit comment allier la stabilité et l'itinérance, surtout l'itinérance des jeunes générations qui se présentent dans nos services, souvent des vocations ou dans nos noviciats. Et puis la question, à travers ça aussi, quelle possibilité d'évolution si on donne sa vie pour un diocèse, on connaît déjà tout le monde, alors on se dit, dans 50 ans, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est comment faire place au charisme personnel de ceux qui se présentent. Si par exemple, il y a un seul modèle de vie religieuse, ou s'il y a un seul modèle de ministre ordonné, par exemple le curé d'une paroisse, est-ce que ça fait place au charisme personnel de ceux qui se sentent appelés? Voilà. Et comment on peut essayer de faire ça? Et ça, je sais que c'est des sacrées questions, en tout cas dans les conseils de séminaire dont j'ai fait partie, de se dire, tel candidat, c'est pas qu'il peut pas être prêtre, mais finalement, vu la configuration actuelle du diocèse, est-ce que... Voilà. Bon. Et du coup, que peut-on dire à une communauté chrétienne par rapport à cet appel et à ce charisme personnel que l'on veut mettre en valeur? Le troisième point concerne plus peut-être d'une part penser une vocation dans la durée, c'est-à-dire de se dire, c'est pas parce que tout d'un coup on fait profession religieuse, que tout d'un coup on est ordonné prêtre ou diacre, que ça y est, tout est réglé. Hein. Il y a des passages aussi qu'il faut opérer, y compris dans les responsabilités, puis après il y a le passage à la retraite, enfin une vie en tout cas de retrait, si ce n'est de retraite. Et donc voilà, comment on peut penser ça? Comment susciter les vocations chez les enfants? Et puis on a parlé aussi beaucoup de l'identification, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est plus difficile pour une vocation spécifique de s'identifier à telle figure de prêtre, telle congrégation, etc. Et puis enfin, dernier type de question, c'est finalement la difficulté de parler des vocations, d'une part, et surtout la difficulté d'être entendu. Et du coup, comme on a du mal à être entendu, on a du mal à en parler. Voilà. On s'est quitté un peu là-dessus, donc on n'a pas trouvé la réponse. J'interviens maintenant au nom de la deuxième conférence « Comment parler et valoriser le célibat dans la société contemporaine ». Et nous avions demandé à un homme marié, père de 2 enfants, Marc Leboucher, éditeur, ancien membre du Service national des vocations, il y a quelques années déjà, et qui est venu nous partager un itinéraire finalement. Il a commencé par nous dire « Oui, il y a des obstacles » au célibat et au célibat consacré dans cette société contemporaine, dans la mesure c'est anachronique.
les 3 vœux d'une certaine façon générale. On veut se déterminer soi-même, que faire de l'obéissance. On veut de la reconnaissance sociale, posséder des biens, que faire de la pauvreté. Et alors, sur les questions de célibat, de sexualité, vraiment, ça semble très obsolète, anachronique, pour ne pas dire ringard. Mais est-ce que ça n'a pas été le cas depuis toujours ? Dans l'invitation évangélique que fait le Christ, est-ce que c'était pas déjà anachronique? Et est-ce que la parole du Christ et sa révélation n'est pas déjà lieu de provocation, de contestation? Donc finalement, cette distance n'est peut-être pas si neuve. Ceci dit, il nous a proposé d'envisager peut-être un anachronisme positif. Alors que le célibat peut apparaître comme une provocation, c'est peut-être donc une chance. La sexualité n'est pas le tout de la vie. Le célibat interroge et conteste. Dans les nouveaux mouvements contemporains d'écologie de la vie, de frugalité de la vie, le célibat a une certaine résonance, au moins dans certains milieux et pour certaines générations. Alors, il nous a interrogés, nous qui étions là, prêtres, religieux, religieuses, engagés dans la pastorale des jeunes et des vocations, croyons-nous suffisamment au célibat pour le promouvoir pour d'autres ? Je nous laisse sur cette question, je ne reprends pas toute sa conférence. Ensuite, il a proposé des convictions qui sont comme autant de leviers pour parler du célibat aujourd'hui. D'une part, c'est un choix libre, un chemin de bonheur. C'est comme ça qu'il est perçu dans la proposition qu'en fait l'Église. Et des situations de célibat, il en existe de nombreuses dans la société qui sont, elles, subies et violentes. Rupture, deuil, abandon, alors que le célibat que propose l'Église est un célibat qui est chemin de bonheur, chemin choisi. La question du corps. Dans cette époque où le virtuel est là à portée de clic, le célibat nous rappelle la dynamique de l'incarnation, l'engagement passe par le corps. Il y a là toute une démarche très contemporaine finalement, qui répond à notre société. Le lien mystique, c'est parce qu'il y a le Christ que le célibat prend du sens, c'est parce qu'il y a cet attachement au Christ. Et finalement, il nous proposait, dans cette deuxième partie, un regard plus apaisé par rapport aux sciences humaines qui permet dans l'accompagnement de faire appel à telle démarche psychologique, à comprendre les mécanismes de pouvoir et de manipulation qui peuvent donner une vision plus positive de l'accompagnement vers un célibat. Et puis, ne jamais oublier les outils spirituels que sont l'accompagnement, la retraite et les distinctions, comme celle entre le fort interne et le fort externe. Alors finalement de son intervention, comment parler des formes de célibat ? Eh bien, déjà en montrant qu'il y a des formes différentes du célibat, et en ce sens, on retrouve ce que l'on entendait à l'instant. L'autre aspect, on ne vit pas le célibat tout seul. Même si, et ça a été un moment fort de débat avec l'Assemblée de cette conférence, il ne s'agit pas de mentir non plus. Il y a parfois des consacrés, comme prêtres, comme religieux, religieuses, qui sont des fois seuls dans leur congrégation, ou seuls de leur génération, ou seuls dans leur presbytère. Il ne s'agit pas de mentir, mais peut-être être attentif, prendre en compte cette réalité-là, pour que justement ce que proposait Marc soit vrai. Le célibat ne veut pas dire isolement ou solitude dans ce sens-là. Il est vécu au milieu d'autres vocations. Cela implique un choix anthropologique de trouver un nouvel équilibre dans sa vie de femme, dans sa vie d'homme. Que ce ne soit pas perçu comme un moins, un échec, mais bien comme un lieu d'épanouissement et de croissance. Et finalement, il nous a invités à rêver le célibat, à le proposer comme une perspective qui met en projet une vie de femme et une vie d'homme. Célibat, une quête d'équilibre. Dans les débats, et je termine par là, il y a eu toute cette question du langage autour du mot célibataire, qui n'a pas la même résonance selon les générations. Et sur les profils Facebook, on passe d'un état de célibataire à un état en couple, selon les moments. La résonance du mot n'est pas perçue de la même façon chez les uns et chez les autres. Et que la question de la virginité est aussi en question. On parle souvent de la virginité féminine, mais peu de la virginité masculine. Et on s'interroge peu là-dessus. Et on a des saintes qui sont vierges et martyrs. Et semble-t-il, peu de saints qui sont vierges et martyrs. Le célibat, finalement, une autre façon de profiter de Dieu et de la vie. Et un certain
certains d'entre nous, une personne d'entre nous, ont rappelé que le temps de célibat, des fois une période de célibat, était un lieu de progression spirituelle, chemin vers, dans une pédagogie de rencontre du Christ, dans une pédagogie où l'on compte sur le Christ. Le célibat tel qu'il était envisagé là, était un célibat pour Dieu et en tout cas avec Dieu. Voilà des échos de notre conférence. Une troisième conférence, comment accueillir et accompagner les jeunes dans le projet vocationnel, c'était le père Arnaud de Roland, jésuite, qui était ici dans cet amphithéâtre. C'est sœur Nathalie, religieuse Xavier, directrice de notre service, qui nous permet d'en avoir quelques saveurs. Donc le père Arnaud de Roland, avec sa longue expérience d'accompagnateur, nous a essentiellement donné des repères très aussi forts sur plutôt l'accompagnement spirituel personnel, comment accompagner spirituellement un jeune en questionnement vocationnel. Je ne vais pas redire tout ce qu'il a dit, mais il y a deux phrases qui me sont venues après l'avoir écouté. C'est « toute vocation est une incarnation ». Et donc le père Arnaud nous invitait fortement, quand nous accueillons un jeune, quand nous l'accompagnons, à d'abord entendre son enracinement dans le monde, son environnement familial, ce qu'il fait. Et un des signes de croissance humaine et spirituelle, c'est qu'il y a quelque chose d'incarné et que ce n'est pas simplement un imaginaire vocationnel. Voilà, tout cet aspect d'enracinement auquel l'accompagnateur doit être attentif et invité à ce qu'il puisse aussi s'exprimer en nous donnant, par exemple, clairement quelques repères. Un jeune qui est très déprimé, qui dort pas, qui mange pas, il y a le premier pas pour avancer dans le cheminement, c'est d'abord spirituellement de prendre la décision d'aller voir un médecin. Voilà. Donc comment nous sommes attentifs dans l'accompagnement à cet ancrage dans le réel et cet enracinement, c'est de l'ordre de l'incarnation. Un deuxième aspect, une deuxième phrase qui m'est venue, c'est « toute vocation est une mission ». On l'a entendu fortement ce matin, et depuis ce matin, on entend bien combien, dans une perspective de chemin, de don de soi, dans une vocation, ça se commence dès maintenant, et un des lieux de vérification et de discernement vocationnel, c'est l'expérience du service, de l'engagement. Et donc le père Arnaud nous invitait fortement dans l'accompagnement à voir quels sont les lieux d'engagement, de service d'un jeune qui se pose des questions vocationnelles, ou à l'inviter même à avoir un petit engagement. C'est dans ce lieu-là aussi d'abord que se vérifie ce désir de se mettre à la suite du Christ dans le don de soi aux autres, à l'Église, au monde. Il nous a redonné aussi un certain nombre de repères sur l'accompagnement, l'attitude de l'accompagnateur, je dirais avec quelques mots-clés. Liberté, on ne le redira jamais assez, comment nous laissons les jeunes vraiment libres et nous sommes au service de leur liberté. Ça touche toute la question de la chasteté, du respect de la liberté dans l'accompagnement. Ce qui ne veut pas dire, et Arnaud a beaucoup insisté là-dessus, que nous n'avons pas à questionner. On est en droit de questionner sur un certain nombre de choses, de poser des questions à un jeune sur le cadre de sa prière, sur ses engagements, donc liberté, respect de la liberté, tout en osant être proposant, poser des questions, donner du grain à moudre, inviter à lire un livre, à aller faire une expérience, des expérimentations, surtout dans la perspective d'un discernement vocationnel. Il y a des étapes et des lieux concrets qui vont aider le jeune à avancer. Et puis, Arnaud nous a redit l'importance pour l'accompagnement spirituel d'un cadre clair. En fait, plus le cadre de l'accompagnement est posé, plus cela permet une parole risquée, fragile, vulnérable du jeune. Et il a rappelé ce qui a été dit ailleurs, combien il est préférable et important et souhaité que l'accompagnateur spirituel ne soit pas la personne qui aura autorité pour décider de l'entrée dans une congrégation, dans un séminaire. Voilà, l'importance de distinguer cela. Et il nous a rappelé aussi que on parle effectivement beaucoup d'accompagnement spirituel personnel, mais que l'accompagnement de groupe et qu'un certain nombre de choses dites en groupe peuvent aider aussi les jeunes, notamment parce que là, on leur dit pas personnellement, ça permet de recevoir un certain nombre d'informations, de repères sur les vocations, notamment pour les adolescents. Ne pas oublier l'importance de ce qui peut se vivre en groupe et dans l'accompagnement de groupe.
voilà, un certain nombre de choses. Il nous invite aussi à être attentifs, peut-être, on l'a évoqué par rapport à la situation des jeunes aujourd'hui, à leur parcours très pluriel, fragmenté, fait de tas de choses, combien il est important de les aider à faire des liens. Voilà, et qu'aider un jeune à avancer dans un discernement vocationnel, c'est d'abord l'aider à faire des liens entre toutes ces expériences, les relire, et pour nous, accompagnateurs, être attentifs à ce qui est récurrent, ce qui revient. Voilà, comment nous aidons les jeunes à verbaliser cela pour petit à petit qu'ils découvrent aussi leur personnalité spirituelle. Et Arnaud a donné clairement quelques critères qui peuvent nous donner d'entendre si voilà, à quoi être attentif pour entendre qu'un jeune est plutôt appelé du côté du ministère presbytéral de la vie consacrée. Merci beaucoup, sœur Nathalie, puis merci Arnaud. Là aussi, vous retrouverez tous ces éléments dans les différents documents qui seront mis en ligne et qui donneront peut-être lieu à une publication. Et puis, une dernière conférence, quelle communication pertinente sur les vocations à l'heure d'Internet. Merci à frère Jean-Alexandre Garidel qui est intervenu dans cet atelier. C'est sœur Anne-Claire Dangeard qui est membre de la COREF, vous savez, ce lieu de coordination et d'accompagnement de la vie religieuse ici dans l'Église de France. Merci beaucoup pour ta présence et puis pour ces échos qui sont donnés maintenant. Alors, le frère Jean-Alexandre nous a invités, nous, à faire un voyage sur un nouveau continent, le continent numérique. C'est une expression qu'on utilise souvent. Un voyage en 4 étapes. Une première étape qu'on a déjà vue un peu ce matin avec le regard sociologique qui nous a été proposé sur les jeunes aujourd'hui. Et il nous a invités à mesurer l'écart grandissant entre nos générations et la génération Y, les jeunes que nous accueillons dans nos diocèses, dans nos services des vocations ou dans nos instituts. Il nous a proposer quelques critères, non pas de discernement, mais quelques critères pour communiquer, en partant du constat que communiquer, ce n'est pas ouvrir une vitrine, ouvrir un beau magasin où on va montrer tout ce qu'il y a de plus beau, c'est travailler à partir de ces critères que sont le beau, l'authenticité, un travail aussi sur une identité claire de ce que nous sommes, de ce que nous proposons, une proposition aussi autour de permettre une expérience, travailler aussi sur des critères de témoignage. On a souvent entendu que les jeunes avaient du mal à relire leur vie, ce qu'ils font est très saccadé, et relire dans la continuité, dans le temps, leur propre histoire n'est pas forcément toujours évident, et le fait d'être des autrui signifiants peut leur parler et leur permettre de s'ouvrir à autre chose. Je retiens sur la beauté ce que disait Jean-Alexandre. On ne va pas balayer les images. Aujourd'hui, la génération que nous accueillons, elle travaille sur les images. Comment nous pouvons changer ces images, leur proposer d'autres choses. L'authenticité. Il nous a rappelé un sondage de Esquire, un magazine américain qui a nommé le pape François comme homme le mieux habillé de l'année. Alors, on ne peut pas dire qu'il ait une garde-robe très développée, ni des chaussures, ni... Il doit avoir plusieurs soutanes, en effet. Mais au-delà de l'anecdote, ce qui est intéressant, c'est que ce qui a été reconnu par les lecteurs, c'est la cohérence entre ce qu'il était et ce qu'il faisait. Donc, ça nous renvoie aussi quelque chose dans ce que nous sommes et ce que nous faisons, dans ce que nous montrons sur nos sites Internet et ce que nous faisons. Voilà, c'est toujours cette idée de vitrine. La génération Y, Jean-Alexandre nous a rappelé, c'est une génération qui fonctionne en réseau. On est revenu après dans les échanges sur l'importance d'être sur Internet. Internet, aujourd'hui, c'est devenu le mail des jeunes. Si vous n'y êtes pas présent, vous ne rentrez plus en communication avec eux. Ce sont des jeunes qui sont mobiles. Est-ce que nos sites, est-ce que notre communication est adaptée aux tablettes, aux smartphones ? Cette génération aussi reconnaît la valeur de l'expérience. Elle recherche la pluralité et on revient toujours sur ce poids de l'image. Et puis, comme parler de choses
qui sont bien à faire, c'est bien, mais il faut passer dans la pratique. On a regardé ensemble avec Jean-Alexandre ce qui avait été mis en place au niveau des carmes sur la pastorale des vocations. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que chez les carmes, ils ont distingué le site institutionnel de la province de France des carmes et un site vocation. Ne pas forcément tout mélanger, une pastorale des vocations et une ouverture à ce que font les carmes. Je retiens aussi que ce travail sur ce site de la pastorale des vocations a permis une démarche double et parallèle entre une réflexion sur les jeunes auxquels il s'adressait et sur ce qu'étaient les carmes aujourd'hui. Un double dialogue entre les jeunes générations et les moins jeunes générations des carmes pour creuser peut-être leur charisme et ce qu'ils sont et ce que les jeunes attendaient. Donc communiquer, c'est aussi se relire et travailler sur ce qu'on est. Il nous a aussi un peu déculpabilisés, on va dire, travailler avec ses propres moyens, ce que nous sommes et ce que nous avons aussi comme moyens humains et peut-être financiers. On est toujours dans l'idée de la vitrine, pas forcément se lancer dans des choses importantes. Et puis un point, moi, qui me tient souvent à cœur dans mon travail à la COREF au niveau des médias et de ce que je peux faire avec les instituts, cette proposition de travailler avec des professionnels. Nous ne sommes pas forcément des professionnels de la communication, ni des professionnels de la vocation, ni de la vie religieuse, ni... Voilà. Travaillons avec des professionnels. Et on a regardé ensemble une vidéo qui avait été réalisée en Espagne pour parler de la vocation sacerdotale et qui reprend tous ces critères qu'on vient de voir sur l'authenticité, le beau et la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Voilà, et qui a été faite par une agence, j'allais dire laïque, enfin qui travaille dans d'autres milieux. Voilà, n'ayons pas peur de travailler avec des professionnels et de nous remettre aussi en cause sur ce que nous faisons. Voilà à peu près ce qu'on a vu ensemble. Et puis on a fini sur le fait que, voilà, c'est un site internet, ça bouge. D'ailleurs, voilà, un point important, je vais finir là-dessus. Le site internet de nos diocèses, il est appelé à évoluer, à avoir une mise à jour importante. Un site internet pour les vocations, il ne bougera pas forcément à la même vitesse que nos sites. Un jeune, ce que disait Jean-Alexandre, qui est tout à fait juste, je n'avais pas forcément réalisé, alors que je suis un pur produit de ces sites-là. Un jeune qui ira sur un site des vocations, il ira 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais si ça ne bouge pas, ça ne le tracassera pas trop. Il ira chercher de l'information, il ira chercher une invitation à la rencontre et une invitation à l'expérience. Donc ne pas trop dire de choses. Et la mise à jour, c'est pas quelque chose de chronophage et voilà, qui nous prend du temps. Donc ça nous a un peu déculpabilisé de ce qu'il y avait à faire et de nous laisser guider. Voilà. Merci pour ces invitations et ce souffle que l'on sent transpirer des 4 conférences de cet après-midi. Merci aux intervenants, merci aux animateurs qui nous avaient rejoints. Et puis, d'une certaine façon, pour répondre à ceux qui étaient frustrés pour la première conférence, même s'il y avait les liens, le père Sylvain Bataille, que nous accompagnons maintenant, recteur du séminaire français de Rome, eh bien, va justement comprendre et accompagner les vocations spécifiques. Telle est son intervention. Merci. Il nous rejoint. Il a préparé aussi pour nous à l'écran son intervention.